LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, but I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. Bonjour à toutes et à tous. Dans le précédent épisode de ce podcast dédié à la saison 2026 de MLS, nous vous avons amené à la découverte de la conférence Est. Place désormais à l'autre, la conférence Ouest, celle de Son Heung-min, de Hugo Lloris ou encore de Thomas Müller et de bien d'autres stars. Bonne écoute à tous. On va passer à l'Ouest. On va passer à la conférence Ouest, donc on a quitté l'Est qui, je pense, devrait être dominé par l'Inter Miami et devrait donner quelques combats avec du Cincinnati, avec du Columbus, etc., etc. On va aller là où la bagarre s'annonce encore plus intense. Vraiment, cette année, c'est vrai que ces dernières années, on avait l'habitude de dire que la conférence Est était extrêmement relevée par rapport à l'Ouest. Limite qu'elle était plus relevée à l'Est qu'à l'Ouest. J'ai la sensation qu'avec les nouveaux cycles qui se sont installés à New York, à Toronto, à DC, etc., il y a plein de nouveaux à Atlanta, j'ai l'impression que cette année, c'est l'inverse, c'est la conférence Ouest qui va être extrêmement violente parce qu'il y a de vrais candidats, plusieurs candidats. Alors, aux premières places de la conférence, ça paraît une évidence, mais limite des candidats, enfin même pas limite, des candidats au titre suprême, hein, c'est-à-dire à la MLS Cup, ce qui annonce aussi, alors une course au play-off terrible et des play-offs absolument terribles aussi. On va aller à l'Ouest, je le disais, il y a plusieurs formations qui s'annoncent extrêmement redoutables. Cette année, il y a des couteaux très aiguisés dans cette conférence. On va se remémorer quand même, avant tout, comment les choses se sont terminées l'année dernière, avec une surprise, pas sur le déroulé de la saison, mais sur le résultat final, dirons-nous, de voir San Diego s'imposer. San Diego qui nous a fait une Saint-Louis, rappelez-vous la saison 1 de Saint-Louis, où Saint-Louis avait gagné la conférence Ouest sur sa saison 1, a eu beaucoup de mal depuis. Vous voyez, Saint-Louis l'année dernière finit 13e. San Diego qui avait profité de la dernière journée et du match raté par Vancouver. C'était face à Dallas, qui s'était incliné chez lui face à Dallas. Et ça a coûté donc, je le disais, beaucoup de choses à Vancouver. 1, la première place. 2, la possibilité d'accueillir la finale MLS au final. Donc je pense qu'ils auront gardé ça à l'esprit. Et vous voyez que ça a été pareil, assez serré, mais pas autant que les autres. Si, là, ça a été extrêmement serré dans la course à la 9e place, même à la 7e, parce que Dallas, c'est vraiment la victoire de Dallas à la dernière journée, ça leur fait gratter 2 places. Ça les sort du tour du play-in, du tour préliminaire, si j'ai bonne mémoire, l'année dernière, et ça met Portland et Salt Lake dans ce tour. Et vous voyez qu'entre Dallas et Colorado l'année dernière, il n'y avait que 3 points, il y avait une victoire d'écart, en gros, concrètement, entre ces équipes-là. C'était déjà serré, et on avait dit l'année dernière sur la conférence Ouest, bon, il y a le LAFC qui semble fort, on n'attendait vraiment pas Vancouver à ce niveau-là, parce qu'on se posait la question de l'année d'après, parce qu'on avait changé de cycle du côté de Vancouver, et ça avait vraiment fonctionné. On n'attendait évidemment pas de voir San Diego débarquer comme ça, mais on se disait, il y a de la place, il y a des places à prendre, il y a des possibilités de venir se glisser, et c'est pour ça que, voilà, voir Minnesota 4e, c'était pas non plus une surprise en soi. Cette année, ça risque d'être, je trouve, un petit peu plus dense, cette histoire du côté de l'Ouest, et on va faire, eh bien, comme j'ai fait à l'Est, mon pronostic pour la saison. Préparez-vous à hurler, bien sûr, c'est un peu le principe de ce jeu-là. Je vois donc le LAFC la remporter devant Vancouver, San Diego, Seattle. Ça risque d'être extrêmement serré entre ces 4-là. Et mon gros take, c'est le Los Angeles Galaxy que je vois dans le top 5, parce qu'il y a un espèce de... Ça va être la guerre. Ça va se jouer, je pense, à pas grand-chose. Non, mais Nico 5e. Oui, Nico 5e. Nico, il abuse. Pourquoi Nico, il les voit 5e? Voilà ce que devrait être le 11 du Galaxy cette saison.
Pourquoi je les vois 5e ? Parce que il y avait un défaut qui était en défense. Ils ont fait venir Glesnes, qui était une valeur sûre de la MLS. Donc ils ont un duo Glesnes-Garcés dans l'axe que je trouve extrêmement intéressant, vraiment, parce que Maya Yoshida, ça commençait à être vieillissant, sans vouloir manquer de respect à Yoshida. Yamane dans le couloir droit, c'est sympa. Je suis moins fan de Nelson, mais il y a Juliana Ode aussi qui est en réserve, donc ça peut se jouer entre ces deux-là. Le double pivot Serio Hack, c'est très intéressant. Il va y avoir, en fait, il y a une inconnue, c'est dans l'animation offensive. On sait que Ricky Puig, la saison est déjà morte, parce qu'il s'est refait les croisés, donc il jouera pas cette saison. D'ailleurs, je crois qu'ils lui ont enlevé le DP, il me semble. Je vais aller vérifier parce que j'ai des notes quelque part. C'est ça. Il n'a plus le DP, c'est Klaus qui l'a pris. Donc il n'est plus DP Ricky Puig, il jouera pas la saison. Hein. Il s'est fait les croisés à nouveau, le même genou, je crois. Donc tout va dépendre de Marco Reus au poste de numéro 10. Ça va dépendre de la capacité à Joseph Pencil de pas trop se péter cette saison. Et ça va aussi dépendre de Gabriel Peck, qui a fait une très mauvaise saison l'année dernière, n'ayons pas peur, en tout cas certainement pas du niveau d'il y a 2 ans. J'ai du mal à croire que qu'un mec comme Gabriel Peck rate 2 saisons de suite. Et surtout, cette année, ils ont un 9. C'était le gros problème de l'année dernière. L'année dernière, ils ont fait jouer Christian Ramirez qui avait 35 ans. J'aime beaucoup, je suis très fan de Christian Ramirez, l'ancien du Crew. Mais il n'était pas prévu à l'origine qu'il soit le titulaire dans cette équipe-là, au poste d'avant-centre. Ils avaient perdu Jovelic, qui était parti au Sporting Kansas, qui a amené 21 buts la saison d'avant, la saison du titre, qui n'est pas forcément un joueur le plus excitant à voir jouer, mais le mec claque sa vingtaine de buts chaque saison en MLS. Ils n'avaient pas de 9 l'année dernière, ils ont tenté après Matteo Nascimento qui a 19 ou 20 ans, qui est un jeune Brésilien. Cette année, ils ont Klaus, qui est une valeur sûre de la MLS, qui va apporter vraiment quelque chose à cette équipe-là. Je trouve qu'il y a un renfort défensif, même si j'avoue, je suis pas forcément fan de Mikovic dans les buts, mais il y a un renfort défensif avec l'axe central, avec l'arrivée de Glesnes. Il y a un milieu de terrain qui fonctionne. On espère que les ailiers à plein possession de leurs moyens peuvent faire très très mal. Et il y a un vrai neuf. Et dans une conférence qui va se jouer, je pense, à pas grand-chose, pour moi, il y a un coup à faire pour le Galaxy. Alors maintenant que j'ai dit ça, comme d'habitude, vous connaissez le truc, ils vont finir 15e. C'est réglé, c'est sûr. On verra bien ce que ça va donner. Mais je vais pas dire que j'ai envie d'y croire. Je suis pas supporter du Galaxy. On parle quand même du club le plus titré de la MLS. On va quand même continuer de rappeler que c'est le club le plus titré de la MLS. Fagundes est parti. Oui, il est parti. Miguel Berry est parti aussi. Il n'y a pas eu de gros départ. Mateus Nascimento est reparti à Botafogo, je crois. Ah non, il est reprêté, je crois. Il est reprêté. Donc voilà, il y a eu des arrivées intéressantes. Je ne l'ai pas mis sur le terrain, mais il y a Eric Tommy qui arrive du Sporting Kansas, qui est aussi intéressant au milieu de terrain. À voir qu'il peut peut-être prendre sa place aussi dans ce milieu-là. Donc voilà, il y a une équipe intéressante qui peut venir jouer des rôles. Et je pense que la course à la 5, 6, 7, 8, ça va se jouer vraiment à rien cette saison. Et il y a un coup à faire pour le Galaxy. Et voilà, j'ai envie de le tenter. J'ai envie de le tenter parce que dans les autres équipes, je trouve qu'il y a des choses intéressantes et il y a des choses qui sont un petit peu plus délicates. On va regarder les 4 du dessus quand même. On va s'intéresser à ces 4-là. Alors, c'est difficile de dire qui va s'imposer parmi ces 4-là, parce qu'il y a des valeurs sûres. Pour le coup, LAFC, Vancouver, San Diego, Seattle, c'est que des valeurs sûres de la MLS. On va commencer par le LAFC. Voilà ce que pourrait, choisissez le mot que vous voulez, des interrogations un petit peu au milieu de terrain. Il y a eu des apports extrêmement intéressants du côté du LAFC. Il y a 2 excellentes nouvelles pour le LAFC. La première, c'est qu'ils ont réussi à conserver Denis Bouanga. Denis Bouanga va rester au moins jusqu'à la fin de saison, je crois. Il y avait un truc ça s'est pas fait avec Fluminense, mais ça s'est pas fait dans le drame. C'est-à-dire qu'ils se sont mis d'accord, c'est que la prochaine fois, il peut y partir. Il aura son bon de sortie. Là, il l'a pas. Ah oui, il l'a pas parce qu'ils n'ont pas trouvé de potentiel remplaçant. Ils n'avaient pas le temps de trouver. Ce qui sous-entend que si le LAFC trouve un remplaçant en juin-juillet, Bouanga peut partir. Et vous pensez qu'on pense tous à une personne. Je ne sais pas si ce sera lui, mais un joueur français qui joue à l'Atleti, par exemple, ça pourrait très bien coller au LAFC dans cette attaque-là. Voilà, exactement, Filiucé. Maintenant, je dis rien, j'en sais rien. C'est pas des bruits ou des rumeurs, des machins, j'en sais rien. Sur le papier, cette équipe, elle est quand même assez folle. Je pense que le milieu Eustáquio, Tillman, Delgado, ça va peser. Sachant que sur le banc de touche,
Ils ont fait venir Mathieu Chouanière, qui revient au pays, qui est un joueur magnifique à voir jouer. Ils ont mis, et c'est pareil, on va voir, il est jeune, on va voir quel temps ils vont lui mettre. Ils ont fait venir Amine Boudry, ils ont mis beaucoup d'argent sur Amine Boudry, qui est un joueur qui a la double nationalité marocaine et suédoise, qui peut prendre place dans ce milieu de terrain, qui pourrait prendre à terme la place, par exemple, de Tillman dans cette équipe-là. Et Tillman peut aussi glisser à la place de Delgado. Il y a vraiment du choix, en fait, très clairement, pour Marc Dos Santos, le club du LAFC. Ce n'est plus Cherundolo, qui a arrêté à la fin de la saison dernière. Ils ont donc fait venir Boudry. Ils ont donc Bouanga, Son, Ordaz devant. C'est un trio qui a fonctionné de fou. Il y a surtout un duo qui fonctionne extraordinairement. C'est Bouanga, Son. Je vous ai pas mis les remplaçants dans cette équipe-là. Mauvaise nouvelle, ils ont gardé Loris. Loris fait le taf, franchement, au LAFC. C'est vraiment costaud. Oui, c'est vraiment très costaud parce que très franchement, je vous ai pas donné ce qu'il y a sur le banc de touche, mais sur le banc de touche, donc je vous ai parlé de Mathieu Chouanière, de Amine Boudry qui vient d'arriver. Offensivement parlant, il y a Jacob Scheffelberg qui est arrivé de Nashville, donc il va apporter cette capacité à faire très très mal dans un couloir. On connaît Jacob Scheffelberg, moi je suis très très fan de ce garçon-là. Pour jouer dans le couloir, il peut jouer à gauche comme à droite, peut-être plus à gauche, mais voilà. David Martinez, merci, le Suisse, exactement. Je ne sais pas si je t'ai salué, mais oui, effectivement, le magnifique David Martinez. Il y a même des rumeurs qui envisagent à ce que le système soit un tout petit peu modifié pour que David Martinez joue un petit peu meneur de jeu dans cette équipe-là, avec Bouanga et Son tous les deux devant, tournant autour de l'autre. Igor Jesus sur le banc. Igor Jesus est blessé pour l'instant. Aaron Long en défense est blessé aussi. Pour l'instant, on partirait sur Tafari Porteus. Il y a quelques joueurs qui vont jouer le mondial, ça c'est un élément, ça c'est sûr, mais il y a une grosse équipe. Franchement, on parlait de l'effectif de l'Inter Miami, le 11 de départ de l'Inter Miami est ultra impressionnant, vraiment pour le coup. Le 11 de départ du LAFC est peut-être entre guillemets un tout petit peu moins impressionnant, même si offensivement parlant, très franchement, rajouter Eustáquio derrière le duo Son-Bouanga, bon courage. Vraiment, bon courage aux défenses adverses. Mais il y a un banc de touche qui est peut-être un petit peu plus dense du côté du LAFC de Marc Dos Santos. Mais voilà, c'est une très très grosse formation, le LAFC, ça c'est clair. On va pas se mentir. Il y a du choix du côté du LAFC. Pour moi, ça doit gagner la conférence. L'année dernière, c'est limite l'année dernière, c'est presque pas normal qu'ils n'aient pas gagné la conférence. Il y a un moment où ils avaient pas mal de matchs en retard où ils pouvaient repasser devant, ils l'ont jamais fait. Ils l'ont jamais fait parce qu'il y a une équipe l'année dernière qui a tenu fort. Alors il y a deux équipes qui ont tenu fort puisqu'elles ont fini 1 et 2 avec le même nombre de points, mais il y a une équipe qui a franchement séduit l'année dernière. Ce sont les Whitecaps de Vancouver qui a séduit, qui est allé en finale MLS, qui est allé en finale de Ligue des Champions de la CONCACAF. Elle s'est fait exploser en finale de la CONCA Champions. Elle s'est moins fait exploser en finale de la MLS. Je pense que la séquence des 3 poteaux va tourner longtemps dans les esprits, doit tourner encore dans les esprits de Vancouver. C'est une équipe, pour l'instant, qui ne devrait pas être trop modifiée. On va voir s'ils arrivent à conserver tout le monde après la Coupe du Monde. Je pense notamment à Sébastien Berhalter, par exemple. Ça va être compliqué de le retenir au-delà de la Coupe du Monde, je pense. On va voir comment ça va s'organiser derrière. J'ai mis Mathias Laborda dans le couloir gauche, à voir s'il ne prend pas place dans l'axe à côté de Tristan Blackmon. On verra comment ça peut évoluer. C'est une équipe qui, l'année dernière, a été l'une des plus séduisantes à voir jouer, qui a fait aussi une bonne partie de sa saison sans Ryan Gold, qui cette année est là, dès le début de saison. Il a été longtemps blessé, qui a eu un facteur X qui est arrivé en cours de saison, qui s'appelle Thomas Müller, qui s'est parfaitement inclus dans ce 11. Il est encore blessé, Gold? Ah, je l'ai pas vu l'info. Alors, je suis désolé. Alors, merci de me le dire dans le chat, je ne l'ai pas vu passer. Okay, ils ont Kenji Cabrera qui est arrivé, qui peut jouer à cette place-là, donc on verra bien. Ils ont perdu un homme qui a été important l'année dernière, qui a joué dans le couloir gauche et qui était important, qui était Ali Ahmed, qui est parti à Norwich, et je crois que ça fonctionne très très bien du côté de Norwich. Ils ont perdu Jayden Nelson, qu'on avait vu faire un début de saison absolument incroyable avant de s'éteindre un petit peu. Jayden Nelson, lui, est parti du côté d'Austin. Pas sûr qu'il soit titulaire à Austin, mais voilà. On verra sur la saison ce que ça peut donner. C'est une équipe qui joue extrêmement bien, et comme je parle de Vancouver, je vais m'attarder un petit peu parce que on avait parlé de ces histoires avec les Whitecaps, de cette histoire on a évoqué en tout début de live, on a évoqué ces histoires de franchises qui peuvent déménager parce que le propriétaire veut aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Ça arrive et c'est ce qui menace Vancouver depuis l'année dernière. Vous vous souvenez qu'on avait parlé du stade de BC Place.
qui est un stade un peu trop grand pour le club de foot de Vancouver, donc qui a du mal à être rentabilisé. Et surtout, le club, à la fin de la saison dernière, n'avait pas renouvelé son contrat avec le gouvernement de Colombie-Britannique pour occuper BC Place. Il y a des histoires d'argent, il y a des histoires d'un propriétaire qui fait un petit peu pression, parce que voilà, ils ont réussi à trouver un accord pour que le club garde BC Place cette année. Il y a des rumeurs de potentielle construction d'un futur stade. Il y a toujours les rumeurs de la vente du club à des propriétaires qui déménageraient les Whitecaps. Ça sera donc pas cette saison, puisque cette saison c'est bon. On va jouer du côté de Vancouver à BC Place et on va jouer encore en MLS. Ça peut bouger à la fin de la saison. Je rappelle qu'on est sur la dernière saison, entre guillemets, sur la formule historique de l'année calendaire, que l'année prochaine, il va y avoir un petit tournoi de transition avant de passer sur la saison européenne. Attention à ce qui peut se passer après la Coupe du Monde du côté de Vancouver. Il n'est pas impossible que ça déménage. On verra aussi si les supporters ont les moyens de se battre, si l'État de Colombie-Britannique va continuer d'aider un peu le club. Ils aident le club là cette année, notamment financièrement, pour qu'il reste là. Ça serait dingue que Vancouver disparaisse après la saison dernière. Ça n'apparaîtra pas là, mais c'est possible, à terme. C'est toujours possible que ces choses se produisent. C'est le principe des franchises. Et il y a des intérêts. Alors, avec tout le respect, dans le chat parle de Las Vegas. Il y a Edmonton qui est intéressé. Il y avait des rumeurs du côté d'Edmonton. Il y avait des rumeurs du côté de Las Vegas. Et il y avait 2 ou 3 autres. Je ne sais pas s'il n'y avait pas Détroit. Je ne sais plus quels étaient les autres clubs. J'en avais parlé quand on avait parlé de BC Place, mais je ne me rappelle plus quels étaient les autres clubs. Non, je crois que c'est vraiment Edmonton et pas Calgary. Je crois que c'est Edmonton qui est intéressé dans l'histoire. On verra. Il y a toujours cette espèce d'épée de Damoclès qui va être présent toute cette saison. Ça n'a pas perturbé les joueurs l'année dernière. Bon, c'est arrivé aussi en fin de saison, assez tard dans la saison. Mais on va voir si ça peut peser. Cette équipe-là de Jesper Sorensen, elle a fonctionné de fou l'année dernière. Elle a elle a vraiment un bel équilibre. Elle avait un des gardiens, Takaoka, qui a été dans les meilleurs gardiens de la saison, qui a fait une saison de fou. C'est solide défensivement. Il y a une complémentarité au milieu de terrain avec le duo Kubas-Berhalter. Il y en a un qui gratte, il y a l'autre qui percute. Thomas Müller en chef d'orchestre qui oriente bien tout ça. Sabi à droite, c'est intéressant. Donc là, il n'y aura pas Gold, mais que ça soit Sheikh Sabali ou que ça soit Kenji Cabrera, ça va le faire. Et il y a Brian White qui reste un avant-centre ultra efficace dans cette équipe-là. Donc il y a de quoi faire une saison presque identique. On a envie de leur souhaiter mieux, mais mieux, ça veut dire ils ont quand même finale de Conca Champions, finale de MLS. Donc voilà, c'est un candidat aux premières places naturelles dans la conférence Ouest. À voir maintenant comment tout va se faire. Donc Vancouver, normalement, ça devrait jouer les premiers rôles. Et on va se poser la question, moi je les ai mis dans cette bataille-là, la fameuse saison 2. La fameuse saison 2 de San Diego. San Diego qui a démarré très fort en Conca Champions, en éclatant les Pumas. Donc, on se dit que sur le papier, on est reparti comme en 40. L'effectif n'a pas trop bougé, pour dire les choses très clairement. Ils ont toujours l'un des facteurs X les plus performants de la MLS qui s'appelle Dreyer. Pellegrino à gauche, ça marche très bien. Sur la fin de saison, c'était fou. Dreyer, voilà. Ingvartsen, je pense qu'il y a peut-être un point de progression sur le 9. Mais on est toujours sur cette équipe-là. On devrait changer de gardien numéro 1 cette année si on en croit les premiers matchs. Pour l'instant, c'est Cisniega qui a pris place dans les buts. L'année dernière, c'était CJ Dos Santos. Il est toujours là, CJ Dos Santos. Mais pour l'instant, c'est Cisniega qui joue. À voir si San Diego fait les mêmes bêtises que le Galaxy avec McCarthy et Mikovic l'année dernière. Par exemple. À voir si on fragilise un petit peu les buts. Donc voilà, San Diego, ça reste solide. Ça a commencé à montrer qu'ils étaient déjà là. Ils sont déjà, le premier tour de CONCACAF Champions League, ils ont éclaté les Pumas. 4-1 à l'aller, après ils perdent 1-0 au retour, mais 4-1 à l'aller, ça compte. Il y a toujours cette opération du côté de San Diego à essayer d'attirer le peuple mexicain, et notamment celui de l'autre côté de la fontaine, de la frontière, pas de la fontaine. Et on ne devrait plus voir Chucky Lozano. Il y a eu quelques départs, mais qui ne sont pas forcément des départs importants dans la construction de l'effectif. Donc voilà, il y a des choses intéressantes. Il y a des joueurs intéressants à suivre. Le petit Luca Bombino dans le couloir gauche est très intéressant. Il y a toujours une belle équipe. Alors ils ont changé les latéraux, puisque là dans le 11 que je vous mets, Eisner arrive des Quakes et Bombino du LFC, mais il était déjà prêté l'année dernière, me semble-t-il. Donc voilà, il y a une belle équipe qui, pareil, a fonctionné de fou l'année dernière.
qui offensivement forcément dépend de son facteur X, comme toutes les équipes de MLS dépendent de leur facteur X. Mais voilà, Dreyer semble être reparti sur les mêmes bases, donc voilà quoi. Voilà, San Diego, ça devrait aussi pas mal compter encore cette saison dans cette conférence qui est vraiment, pour le coup, vous voyez, elle est relevée. Hein. On a fait le LAFC, on a fait Vancouver, on est à San Diego, et puis regardez ce qui arrive. Voilà. Arrivent les Sounders. Alors eux, c'est pareil, hein, ça a pas de révolution. C'est pas le genre de la maison de manière générale. Pas de révolution absolue. Un départ important quand même, le départ d'Obed Vargas qui est parti à l'Atleti. C'est peut-être le gros départ. Et d'ailleurs, j'en profite, il est parti pour rien du tout. Donc Obed Vargas était l'un des meilleurs milieux de terrain de la MLS la saison dernière. J'ai noté le chiffre sur Transfermarkt, il est parti pour 3 millions d'euros à l'Atleti. Tout ça pour dire que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément beaucoup évoqué quand je parlais des transferts MLS. On nous dit souvent, oui, mais la MLS, c'est que des pré-retraités. Donc ça, c'était le valable en 2000, hein, pour dire les choses. Donc il y a 25 ans, 26 ans. Mais ils ont une triple stratégie, on va dire, tous les clubs. En fait, ils fonctionnent comme des clubs normaux. Ça paraît fou de dire ça, mais on est obligé de le rappeler. C'est-à-dire qu'ils essayent de prospecter très souvent en Amérique latine pour aller chercher des jeunes talents, des jeunes pépites de demain. Ils vont même un peu au-delà. Ils prospectent beaucoup dans les pays nordiques. Ils profitent aussi pas mal du travail des Nordiques qui sont faits notamment en Afrique pour aller chercher des Ghanéens ou des joueurs comme ça. On sait qu'il y a des liens avec la Right to Dream Academy et pas mal de clubs norvégiens notamment. Donc ils vont prospecter de ce côté-là pour aller chercher, on va dire, des U23. Il y a des stratégies de joueurs internationaux U23 avec des possibilités de les financer différemment. Ça, c'est un premier point. Ils ont la stratégie de se dire, on va essayer d'aller chercher des joueurs qui ont à peu près maximum 25-26 ans avec un potentiel de revente derrière. Donc des joueurs déjà un petit peu plus confirmés où ils vont mettre un peu d'argent avec la volonté de pouvoir les revendre derrière. Et ensuite, il y a le côté, il y a une vitrine, il va falloir afficher des joueurs vedettes en vitrine. C'est pour ça que vous voyez arriver des Messi, des Suarez, alors on parle du même club, mais des Müller, des Timo Werner. Je suis pas sûr que tu illumines beaucoup ta boutique avec Timo Werner, mais quand même, ça pèse quand même. Oui, vous avez compris que j'aime pas trop le joueur. Ou des Son, exactement. Heung-min Son, par exemple. Et comme ça pourrait être le cas avec des Casemiro, avec des Lewandowski ou avec des Griezmann, si l'un des trois ou les deux ou les trois se font, c'est une politique classique en fait. Par contre, ils savent pas vendre. C'est dramatique, ils savent pas vendre. Obed Vargas part pour 3 millions à l'Atleti. Me dis pas que l'Atleti a pas plus d'argent que ça, que tu peux pas leur prendre un peu plus d'argent. Et ça continue, c'est-à-dire que chaque année, il y a de grands talents de la MLS, jeunes, qui partent. On se souvient d'Aidan Morris qui était parti pour à peu près la même somme à Middlesbrough en quittant le Columbus Crew. Donc lui, il était parti en deuxième division anglaise. C'est pareil, tu vas pas me dire qu'il n'y a pas d'argent du côté de la deuxième division anglaise. Je parlais de Kai Wagner qui était... Alors, il est plus âgé, Kai Wagner, mais tu vois, dans la politique on a des joueurs de 25-26 ans pour les revendre à 27-28. Il est parti à 27-28, Kai Wagner. Il est parti pour 2 millions d'euros. C'était, indépendamment du personnage, c'était probablement le meilleur latéral de MLS. Il est parti pour 2,5 millions d'euros. Ils ne savent juste pas vendre. Alors, il y a des contre-exemples. On se souvient de Miguel Almiron, mais très souvent, les transferts, c'est dramatique. Vraiment, les transferts, les départs pour l'Europe, c'est dramatique. C'est des prix, c'est servez-vous quoi. Franchement, c'est pillage offert. Et pas que, regardez par exemple, Barreal qui avait été énorme avec Cincinnati. Il a été vendu là au Brésil pour 3 millions d'euros. Alvaro Barreal, 25 ans, qui était un excellent... Vraiment, pour le coup, ça n'a juste pas de sens. Ils savent pas vendre. Mais franchement, Obed Vargas, on parle de Seattle, je vais revenir un petit peu sur mes pattes. Obed Vargas fait une saison exceptionnelle l'année dernière. Obed Vargas, il a 19 ans. 3 millions. Je peux t'assurer que quand il va quitter l'Atleti, il partira pas pour 3 millions. Ça veut pas dire... Je suis pas en train de vous dire Obed Vargas sera ballon d'or. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Mais l'Atleti ne vendra jamais 3 millions. Jamais. C'est pas possible. Alors oui, c'était le rêve du gamin. Je vais vous donner juste un élément. Alors, je sais pas à quel point on peut s'appuyer dessus, mais la valeur marchande d'Obed Vargas, c'est 8 millions d'euros sur Transfermarkt. Voilà, il est parti pour 3. C'est comme ça. On revient à Seattle. Bon, vous voyez, hein, le groupe, franchement, si vous suivez la MLS, vous auriez pu fermer les yeux et écrire l'équipe. C'est quasiment la même. Dodson qui arrive pour prendre la place d'Obed Vargas au milieu de terrain. Pedro de la Vega, combien de matchs va-t-il faire? C'est la grande question. Je l'ai mis parce qu'on aime tous Pedro de la Vega. Ça peut être Paul Rothrock, potentiellement. Je crois qu'il est pas parti, hein, me semble-t-il. Il y a le potentiel départ de Minungu de l'autre côté, qui est annoncé dans un pays nordique, me semble-t-il. Donc Seattle, ça reste l'équipe de Brian Schmetzer, ça reste une équipe folle, ça reste une équipe très très dure à jouer, qui joue bien.
qui se connaît par cœur. On parlait de cadre, qui a un équilibre, il y a un équilibre de fou. Pourquoi tu m'effrayes du coup? Parce que je sais pas à quel moment Andrew Thomas va prendre la place. Voilà, pour dire les choses. On va être sur une gestion, tu sais ce que je sens arriver, une gestion à la Brad Guzan, c'est-à-dire on te dit, on te laisse penser que il va faire 4-5 matchs et après l'autre va prendre la place et finalement l'autre a jamais pris la place avant que Guzan arrête. Et je sais pas, je sais pas si alors Andrew Thomas va probablement prendre la place. Quand? Je sais pas. Vraiment, pour le coup, je sais pas. Donc je vais sur Fry. Peut-être que je me trompe, hein. Probablement. Je ne sais pas. Une fois de plus, je vous rappelle, c'est des prédictions. Ce sont mes prédictions de 11 en regardant les effectifs. Je ne suis pas Brian Schmetzer. Je suis pas dans son vestiaire. Je ne sais pas ce qui a été décidé aussi dans la gestion générale de tout cela, de l'effectif. Donc je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Donc voilà, c'est une équipe, voilà, hein, c'est toujours pareil, hein, c'est une équipe extrêmement solide, les Sounders. Je suis en train de regarder, ouais, on nous annonce Thomas, hein, tu vois, pour la première journée, le compte de la MLS s'est amusé à faire les 11 possibles pour la première journée, pour l'ouverture de la MLS, et effectivement, ils mettent Andrew Thomas dans les buts. On verra. Je sais qu'il y en a dans le coin. Si vous êtes des joueurs Sorare, alors je sais que Thomas est très cher à Sorare par rapport à Fry, mais si vous devez chercher un gardien, je suis pas sûr que je jouerai avec cette paire-là. Voilà. Après, si vous avez de la thune, prenez les deux, hein, mais parce qu'ils sont chers. Hein. À vos risques et périls, c'est un peu ça. Vraiment. Parce que c'est pareil. Hein, alors Andrew Thomas, c'est un enfant du club. Stéphane Fry, c'est une légende du club. Et pour le coup, Seattle est un club où on sait on sait honorer et conserver le statut. À voir. Mais en tout cas, je sais qu'il y a des joueurs Sorare qui là écoutent, et il y en aura peut-être qui regarderont ou écouteront les podcasts. Si vous êtes joueur Sorare et que vous cherchez un gardien, et si vous n'avez pas un budget illimité, je ne prendrai pas trop de risques avec les Sounders. Voilà, pour dire les choses très clairement. Parce qu'il y a un potentiel sale surprise sur certains week-ends. Donc voilà. Et donc par rapport au message de Nacio, impatient de voir les messages en tribune, tu me fais une transition, mon garçon, à Seattle et à Portland, oui, et à un autre endroit. À l'autre endroit, dans l'équipe que j'ai placée 6e, à Minnesota. Vous savez pourquoi, on connaît tous ce qui est en train de se passer du côté de Minnesota. Je vais vous mettre le 11 et puis on va en parler tranquillement. Avec la Ice, il y a eu des messages avec tout ce qui s'est passé avec la Ice. Je ne vais pas revenir sur l'histoire, je ne vais pas rentrer trop dans le détail là-dessus. Tout le monde le sait, ce qu'il s'est passé. Le club, et il y a des joueurs du club qui ont témoigné, et des sources ont été citées sur certains sites importants. Je ne sais plus quel journal a cité des sources au sein du club qui expliquent que Minnesota a souffert pour aller chercher des joueurs. Pour attirer des joueurs dans ce contexte-là. Il y a eu des témoignages dans la presse sud-américaine, notamment en Argentine, chez Olé, je crois, de mémoire, auprès de certains joueurs du club, des Sud-Américains du club, qui ont expliqué qu'ils avaient eu peur pendant les quelques jours et tout, et que les conditions n'étaient pas folles. Et effectivement, on est quand même à Minnesota d'un côté, et j'en profite pour étendre un petit peu, du côté de Seattle et du côté de Portland, il va falloir être très attentif à ce qui va se passer dans les tribunes des différents stades. Je rappelle, et j'avais fait un dossier là-dessus à l'époque des élections présidentielles américaines et quand il y avait le duel entre Donald Trump et Kamala Harris, il y avait des prises de position. Je rappelle que traditionnellement parlant, on est obligé de parler un petit peu de politique là pour le coup. Traditionnellement parlant, la MLS est plutôt démocrate, est très très présente dans des villes démocrates, que certaines villes sont extrêmement engagées politiquement parlant. Vous avez commencé à en entendre parler avec ce qu'il va se passer lors de la Coupe du Monde du côté de Seattle. C'est absolument pas une surprise. Je rappelle, et j'en avais parlé dans ce dossier-là, que la Ligue, c'est pareil en NBA d'ailleurs, officiellement dans le cahier des charges de la Ligue, dans le code de conduite de la Ligue, dans les tribunes, il n'y a pas le droit à des messages politiques, quels qu'ils soient, hein, de tout ordre, de n'importe quel côté de l'échiquier, de n'importe quelle revendication que ce soit, tout est interdit. Et c'est l'exemple que je dis tout le temps. Allez voir aussi du côté de Portland, regardez derrière le but, là où il coupe le bois quand il marque un but, parce que les timbers, ça veut dire les bûcherons, vous verrez qu'il y a des drapeaux
éminemment politique partout dans les tribunes. Il y avait eu le fameux drapeau avec les 3 flèches de lutte contre le fascisme qui est présent dans tous les stades, qui avait voulu être interdit par la Ligue à un moment. Ils ont continué de en mettre, mais 10 fois plus. Il y a même eu des accords, entre guillemets, des arrangements, je ne sais pas comment dire le mot, entre les supporters de Seattle et de Portland lorsqu'ils se sont affrontés pour en foutre partout dans le stade. Ça va beaucoup parler. On va voir aussi ce qui va se passer dans les tribunes du côté de Minnesota. On va voir comment ça va réagir par rapport à tous les événements. Il y a des villes où ça va bouger. Je pense que Austin, ça peut bouger un petit peu aussi. On va avoir probablement des messages dans les tribunes pendant la MLS et on en aura aussi forcément autour de la Coupe du Monde, à voir comment ça sera géré, à voir comment ça va impacter. Mais je le rappelle, et j'en avais parlé dans ce dossier-là, la MLS et le football, le soccer, est un sport plutôt très démocrate. Et même la Ligue a pris des positions à certaines époques, même si elle interdit, la Ligue a parfois pris des positions très très claires et très très franches. Un petit peu à l'image de ce qu'avait fait la NBA, on se souvient tous de ce qui s'était passé pendant Black Lives Matter notamment, où la ligue de football, comme la ligue de NBA, je crois que la NBA avait agi aussi, mais la ligue de foot a beaucoup agi dans ce sens-là. Et donc voilà, sur des choses qui se battent sur des terrains, disons que par exemple, quand vous avez un combat entre le football et la NFL, entre la MLS et la NFL, vous n'êtes pas du même côté de l'échiquier, de manière générale. Donc voilà. Eh bien, bravo à ces franchises. On verra bien. Et c'est vrai que, je le disais tout à l'heure, peut-être moins visible du côté de la conférence Est, mais à l'Ouest, on a des franchises avec des clubs qui sont extrêmement, dont les supporters sont extrêmement actifs et extrêmement politisés. Et vraiment, c'est vrai que l'exemple absolu, c'est Seattle et Portland, en particulier Portland. Même Seattle, Seattle, je vous rappelle qu'ils avaient fait l'équivalent d'une ZAD pour lutter contre Trump. Donc, c'est des villes très engagées. Donc forcément, il y aura des choses dans les tribunes. Forcément. Voilà. Et la transition est faite avec Minnesota. Superbe transition. C'est un métier, les gars. Avec Minnesota que je place 6e. Alors, Minnesota, il y a un facteur X qui est arrivé. Tout le monde en a entendu parler. Forcément. C'est Rames, évidemment. Alors, Minnesota, indépendamment du fait d'avoir le plus beau maillot de la MLS, ils ont Rames. Est-ce que Rames va faire une saison complète ? Bon, déjà, une saison, on ne sait pas, parce que le contrat, c'est là où Minnesota était très fort, c'est que Rames n'est pas DP à Minnesota. Il n'est absolument pas DP. Pourquoi ? Parce qu'il a signé 6 mois, avec possibilité d'étendre à 6 mois de plus si tout va bien. Et donc, il n'est pas sur un contrat de DP. Je ne sais pas comment ils ont magouillé le truc. Il a un contrat de 6 mois. En gros, c'est tu joues pour aller à la Coupe du Monde. Voilà, concrètement, parce que ça commençait à inquiéter toute la Colombie. On sait que Rames, normalement, a un très très gros salaire. On sait que c'est ce qui a un petit peu piqué du côté du Mexique, parce que autant il a été capable de fulgurance et de matchs absolument bien, absolument fort, autant aussi, il est parfois passé à côté de pas mal de rencontres aussi. En gros, ils ont mis beaucoup d'argent sur Rames et ils s'attendaient à ce que ça soit Messi, pour dire les choses. C'est pas forcément le cas. Les DP, il y en a 2 pour l'instant à Minnesota, je vais y arriver. Pereira et Yeboah. Donc il y a une place de DP, il reste une place. Rames, pour l'instant, ne l'est pas. Il a signé que 6 mois. On verra s'il poursuit au-delà. C'est pas garanti. Ça avait bien fini, ça avait fait son taf l'année dernière, la saison Minnesota, c'était intéressant. Quel peut être l'apport de Rames ? Écoute, c'est Rames quand même. Donc ça rapporte un facteur X supplémentaire à côté de Pereira. Donc offensivement parlant, ça peut être extrêmement intéressant. Triantis avait fait une bonne partie, une bonne fin de saison. Moi j'aime beaucoup Longwané sur le côté. Il y a une défense qui devrait être une défense à 3 avec Romero, Boxall et Diaz qui est plutôt solide. Il va y avoir une interrogation parce qu'il y a eu un départ majeur de Minnesota, mais vous l'avez vu puisqu'on a parlé de Miami tout à l'heure, c'est Dane Sinclair. Ils ont perdu le meilleur gardien de la MLS. Ils ont récupéré Drake Callender, qui n'est pas forcément le meilleur gardien, qui n'est pas forcément le pire de tous non plus, mais ils vont perdre au change. Voilà, ça c'est clair, ils perdent au change dans l'histoire. En même temps, ils avaient le meilleur, ils avaient Dane Sinclair. Est-ce que ça peut déstabiliser l'équipe ? Est-ce que ça peut déstabiliser une structure défensive à ce point-là ? Je ne pense pas, on va quand même pas non plus cracher sur Callender, qui sort d'une saison très compliquée, pour ne pas... Voilà, on rappelle qu'il était le gardien titulaire de l'Inter Miami sous Tata Martino, et qu'il a disparu, qu'il a complètement disparu après, mais qu'il était donc il était vraiment le gardien titu à Miami. Il était à Charlotte l'année dernière, il n'a pas joué puisque forcément le mec se met toujours dans la panade, c'est-à-dire que il était titu à Miami, il part de Miami parce qu'il jouera plus.
il se retrouve à Charlotte, où c'est Kalina, donc vas-y, jamais tu joues. Donc bon. Bref, il y a eu un recrutement intéressant, donc Thomas Shankalai qui n'était pas forcément en réussite du côté de New England qui est arrivé, ça peut être intéressant s'il arrive à se remettre dans le bon sens. Ils sont allés chercher Mauricio Gonzalez, un jeune ailier gauche qui arrive de Tolima, qui est jeune par définition, je crois qu'il a 21 ans, qui peut être intéressant dans ce pro-là, mais il sera dans la rotation. On va forcément attendre beaucoup, mais vraiment beaucoup de James Rodriguez. Et puis, sinon, c'est une équipe qui reste équilibrée, qui mérite d'être dans le top 6 parce qu'elle a le plus beau maillot de la MLS. Voilà, tout simplement. C'est un paramètre absolument imparable, implacable. Donc voilà. Je les ai placés à la 6e place, mais dans franchement, pour le coup, un vrai bouillon d'imprédictible. Entre 6 et 10, pour moi, ça va jouer la même place, en fait. Concrètement, pour vous dire les choses, j'ai du mal à les placer. Ces 5 équipes-là. Voilà, Minnesota, Salt Lake, Houston, Portland, Austin, j'ai du mal à les placer. Voilà, pour dire les choses. Attention à cette équipe-là. Attention au Real Salt Lake. Ça a bien travaillé, ça va faire plaisir à Matt. Mais c'est une équipe, je le dis systématiquement quand on parle du Real Salt Lake dans les lives, c'est une équipe qui travaille toujours très bien. Qui va jamais chercher des noms ultra clinquants. Vous voyez, les mecs qui vont révolutionner le football, enfin voilà. Mais qui travaillent toujours très très bien avec des recrutements toujours très intelligents. Les recrutements intelligents, ils ont déjà des joueurs qui sont des sacrés Factor X. On pense à Diego Luna, qui a pris le numéro 10 d'ailleurs cette année. Ils sont allés chercher Spearings, l'ancien de Lens et de Toulouse surtout, pour apporter de l'expérience et de la qualité au milieu de terrain. Moi, je suis très très fan d'Emeka Eneli au milieu, à côté de lui. Je les ai mis sur une défense à 3. On va voir si ça va jouer comme ça. Si on part sur une défense à 3, ils ont fait venir Lucas Engel qui était à Cincinnati et qui a été l'un des joueurs très intéressants de Cincinnati, qui est franchement, pour le coup, le trio défensif, Lucas Engel, Justin Glad et Juan José Arias, qui arrive de l'Atlético Nacional, franchement, ça va. Ça va. Les couloirs, si on est sur cette défense-là, avec Sanabria d'un côté, qui arrive de San Luis au Mexique, et DeAndre Yedlin, l'immortel, c'est intéressant aussi. Franchement, ça fait franchement le taf. Et devant, donc il y a Spearings pour coordonner un petit peu tout ça, Eneli pour gratter les ballons, et devant, vous avez Diego Luna en Factor X, et vous avez un duo, Olatunji et Morgan Guilavogui, qui arrive du RC Lens. Et quand je dis que la MLS, c'est pas vendre, elle achète cher quand même, parce que Morgan Guilavogui, on parle d'un transfert à 5 millions. Cette équipe, c'est hyper intéressant, vraiment, sur le papier. Ça peut venir bousculer la hiérarchie, pour de vrai. C'est pour ça que je vous dis que c'est compliqué, le 6, 7, 8, 9, 10, pour moi, c'est très compliqué dans cette équipe-là. Pablo Mastroeni est un très bon coach aussi. Il y a vraiment 6,5 millions. Moi, j'ai pris les chiffres chez Transfermarkt, Matt, et c'est 5 millions. Mais c'est peut-être 6,5, hein, mais c'est une très belle équipe sur le papier. Peut-être pas suffisamment pour jouer c'est pour ça que je vous dis, hein, pour jouer le top 5, quand vous voyez les top 4, quand vous voyez les 4 gros qu'il y a devant, derrière de 5 à 10, voilà. Mais le Real Salt Lake, ça peut être l'équipe surprise. Vraiment, ça a vraiment une tronche d'équipe surprise. Enfin, qui pour le coup n'en serait pas une. Diego Luna, je suis pas sûr qu'il reste au-delà de la Coupe du Monde. Je suis d'accord avec toi, avec tout le respect. On verra. Mais le guide qu'on fait à ce moment-là, c'est maintenant. En juin, il va y avoir des choses, parce que c'est pareil. Diego Luna va pas rester, mais qui va prendre sa place ? Tu vois ce que je veux dire ? Il peut y avoir des modifs dans les deux sens. Il peut y avoir des effectifs qui vont bouger dans les deux sens. Donc voilà, il y a de quoi faire. Hein. Je ne sais pas si on le reverra à ce niveau-là, mais par exemple, un Pablo Ruiz à un super niveau, tu prends tous les jours. Hein. Je ne sais pas s'il reviendra, s'il restera, ou tu vois ce que je veux dire. Mais bon, voilà. Donc le Real Salt Lake, ça a tout pour être l'équipe, la petite équipe, l'empêcheur de tourner en rond dans cette histoire. Mais je le dis, tout reste serré. On va aller du côté de Houston, qui à mon avis va être dans le même genre, parce que c'est intéressant défensivement, c'est assez intéressant ce qui a été fait. J'aime bien ce qu'ils ont fait. Agustin Bouzat au milieu de terrain, ça va apporter un vrai complément à Arthur au milieu, qui paraissait souvent quand même un petit peu seul dans cette histoire-là. Il y a Felipe Andrade qui est arrivé derrière, qui arrive de Fluminense, qui peut apporter. Je pense qu'il va jouer dans le couloir gauche, même s'il peut jouer dans l'axe. On verra. Il y a le retour de Hache, de Hector Herrera. Je ne suis pas convaincu qu'Hector Herrera soit titulaire malgré le statut qu'il a, mais 35 ans, et quand tu recrutes Bouzat et que tu as Arthur qui fait déjà le taf,
Difficile de mettre Haché. Peut-être tu peux même pas le mettre à la place de McGlynn, qui est énorme au milieu de terrain à Houston. L'arrivée de Guilherme à gauche, ça peut être extrêmement intéressant. Il a fait une belle saison avec Santos, dans un Santos compliqué. Donc attention, ça apporte un joli pendant à Enali côté droit. Et devant, pour l'instant, j'ai mis Ponce, mais il y a Mateusz Bogusz qui est arrivé de Cruz Azul. Donc ça devrait être lui qui finirait par prendre le poste de numéro 9. Il y a, pareil, une équipe intéressante, pour le coup, qui peut embêter du monde, concrètement. Il y a eu des remous, il y a eu des modifications, il y a eu des joueurs qui sont partis. Je pense à Franco Escobar, à Brooklyn Reigns, dont on a parlé tout à l'heure. Donc voilà, mais sur le papier... Ce Houston-là, Houston do Brasil, c'est vrai, exactement. Ce Houston-là, pareil, peut embêter du monde. Et Houston, il y a un côté un petit peu... c'est pareil, Houston, c'est un peu... Alors, c'est des rivaux, mais c'est comme Austin, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel de fou en termes de club, de ville, de stade, d'ambiance. Et on attend que ça aille un petit peu un cran au-dessus. Donc voilà, il y a une équipe intéressante sur le papier. On est dans cette lutte, je pense. On sera dans cette lutte entre 5 et 10. On va continuer, on va aller, justement, on parlait de Seattle tout à l'heure, on va aller sur Portland. Portland a un seul défaut, c'est son entraîneur, Phil Neville. Mais sinon, sur le papier, il y a des choses intéressantes aussi. Ça, pour moi... Alors, ils ont un excellent gardien, eux, pour le coup, avec James Pantemis. C'est un petit peu plus compliqué défensivement. Voilà, même si j'aime beaucoup Kamal Miller, mais je trouve de manière générale que défensivement c'est compliqué Portland. On va voir comment ça va s'organiser au milieu. Il y a eu le recrutement de Bassett qui est intéressant. On va voir comment. Il y a eu le départ de David Ayala qui est parti à l'Inter Miami qui va laisser un trou. On va voir comment ils vont gérer Diego Chara, 39 ans, probablement dernière saison. C'est un petit peu le Darlington Nagbe de Portland. Même si Nagbe a joué dans ce club-là. Mais c'est un peu le Darlington Nagbe de Portland. Comment ils vont gérer son temps de jeu, comment ils vont gérer sa saison. Je pense qu'il va débuter la saison, pour dire les choses. Parce que David Pereira da Costa est blessé. Par contre, dès que David Pereira da Costa va revenir, je vois bien Bassett glisser à côté de Ortiz et Pereira da Costa prendre le numéro 10. Voilà. Ils ont offensivement parlant, alors il y a peut-être un souci entre guillemets avec le 9 du côté de Portland, indépendamment de Phil Neville. Je trouve qu'il y a peut-être un souci avec le 9. Il y a Felipe Mora qui est un peu sur courant alternatif. Kelsey, c'est pareil, c'est un peu sur courant alternatif. Il y a un joli milieu de terrain. Il y a des ailiers qui sont intéressants, des joueurs de couloir, Velde et Anthony qui sont très intéressants. C'est une équipe pour jouer ces places-là, pour jouer ces places entre 6 et 10, pour se battre, pour jouer les playoffs. Elle est taillée pour ça. Elle a de toute façon, Phil Neville, elle ira jamais plus haut, je pense, avec un Phil Neville. Donc elle sera à la lutte. Et dans cette lutte-là, il va y avoir... Et là, c'est là que Nir va m'insulter. Il va y avoir Austin. Austin avec le potentiel retour de Brandon Vasquez devant, qui revient des croisés, lui aussi, qui normalement devrait... je sais pas s'il est annoncé... je sais pas quand il annonce... Enfin, je sais qu'il a repris les entraînements, les machins. Il a annoncé que lui, son objectif, c'était la Coupe du Monde. Il va pas... je pense qu'il va pas démarrer là tout de suite, mais il va arriver d'ici quelques semaines. J'ai mis le 4-4-2 en admettant que Brandon Vasquez arrive. Il y a quand même d'autres choses qui sont possibles. Alors déjà, on va voir s'ils vont être associés avec Uzuni devant. Il y a eu une recrue majeure qui est Facundo Torres. On est content de voir Facu Torres revenir dans cette ligue. Il y a eu Jaden Nelson aussi qui avait fait un excellent début de saison l'année dernière avec Vancouver. Donc il y a une possibilité de se placer sur un espèce de 4-3-3 où tu mets Facu Torres d'un côté, Jaden Nelson de l'autre et Uzuni seul en pointe. Donc il y a cette possibilité-là. Je trouve très honnêtement que défensivement parlant, alors l'arrivée de Rosales, elle est intéressante dans le couloir. Le duo Svatok, Heinz Eich, bon voilà. Je trouve que défensivement, Austin, c'est compliqué. C'est là où ça va coincer pour aller chercher des meilleures places. J'ai du mal avec le côté défensif de cette équipe-là. Il y a Guilherme Biro qui peut jouer aussi côté gauche, mais l'arrivée de Rosales, ça va rebattre les cartes aussi. À voir. Et Austin, c'est pareil, c'est comme Houston. Il y a un potentiel de fou, mais il n'est pas exploité. Et je ne sais pas si cette franchise a des ambitions. Voilà. Et je me pose la même question sur Houston. Je ne sais pas s'il y a des ambitions dans cette équipe-là. Il y a une équipe sympa sur le papier, mais sans plus. Voilà. Bref. Et après, il reste les 5 derniers. Il y a une équipe, Dallas, avec des choses intéressantes. C'est compliqué défensivement, je trouve, du côté de Dallas. Ça l'a été déjà l'année dernière.
Il y a de bons petits joueurs. Moi, je suis très fan de Bernard Kamungo. Patrickson Delgado, c'est magique. J'espère qu'il va jouer cette saison et qu'il va jouer numéro 10. Il y a cette possibilité de jouer à 2 devant avec Moussa et Farrington qui sont très très bons aussi. Offensivement, il y a des arguments. Défensivement, c'est trop léger, Dallas, et je pense que c'est pour ça que ça peut pas aller voir trop haut. C'est trop léger défensivement. On va arriver dans les mêmes soucis sur les équipes qu'on est en train de voir arriver là, sauf qu'il y en a certaines où c'est très léger partout. Mais voilà, là voilà l'équipe du SL. Ouais, après, Dallas c'est compliqué. Dallas c'est compliqué, c'est un cran en dessous. Je suis d'accord. Il y a vraiment, moi je suis très très fan de Patrickson Delgado, que je connais depuis les U20 équatoriens, donc j'aime beaucoup ce joueur. J'ai une affection pour Bernard Kamungo aussi. Donc voilà. Mais oui, c'est très léger Dallas. C'est pour ça que je vais les passer assez vite, ces équipes-là, parce qu'on est vraiment sur... il va y avoir une grosse baston entre de vraies grosses écuries. Il va y avoir une grosse baston entre des équipes qui vont se battre qui sont à peu près de niveau égal. Et derrière, je pense qu'il va y avoir des équipes bien larguées. Et je pense que dans les équipes bien larguées, il va y avoir San José. Alors, il y a Timo Werner. Beaucoup de monde a parlé de Timo Werner. Est-ce que Timo Werner est un facteur X ? Voilà, je vous laisse répondre. Je crois que j'avais sorti cette statistique. Le dernier but de Timo Werner a presque 2 ans. Son dernier but, il l'a mis à peu près en même temps que Dario Benedetto. Voilà, ça vous donne une idée. Est-ce qu'il peut être le facteur X de San José ? Offensivement parlant, il peut faire du bien, on verra. Ils ont perdu tout ce qui servait de meneur de jeu, de joueurs, comment dirais-je, de joueurs déséquilibrants. Ils ont perdu Christian Arango, ils ont perdu Christian Espinosa, ils ont perdu Joseph Martinez. Qui n'ont pas forcément fait une énorme saison, mais voilà, c'était des potentiels offensifs de fou. Et ils font venir Timo Werner. Voilà, pour moi, c'est trop léger. Il y a eu très peu de recrutement dans cette équipe. Et c'est pour ça que je ne vais pas y passer 8 jours. Ils ont un bon gardien. Daniel est un bon gardien, il fait le taf, mais voilà. Ensuite, il reste 3 équipes. Il en reste une qu'on va suivre avec attention parce que l'entraîneur est français. C'est le Saint-Louis de Johan Damé, qui était l'adjoint de Wilfried Nancy à Columbus, qui se retrouve embarqué dans une équipe qui a fini 13e l'année dernière et qui, je pense, va quand même encore un peu souffrir cette année. Parce que c'est pareil, il manque un petit truc devant. Offensivement parlant, ça me paraît... Alors, il y a des joueurs intéressants, Hartel, les 3 Allemands, Edward Löwen, Marcel Hartel et Cédric Teuchert, c'est intéressant, mais pour moi, Simon Becher, c'est un peu léger devant. Young Sang-bin, on l'avait vu aussi du côté de Minnesota, c'est un bon joueur, mais pas un facteur X non plus. Il y a Bourki dans les buts. On ne sait pas trop à quoi s'attendre sur Saint-Louis cette année. Comme je disais tout à l'heure, c'est c'est une compétition, donc on compare les effectifs par rapport aux autres. Et c'est vrai que sur le papier, pour moi, le départ de Joao Klos laisse un vide devant, vraiment. Parce que même s'il ne met pas 50 buts par saison, Klos, c'est un bon joueur. L'année dernière, ça a été très ronronnant, Saint-Louis. Est-ce que Johan va arriver à insuffler une nouvelle dynamique dans cette équipe-là ? Faloufal, ça peut être intéressant en défense centrale, par contre, du côté de Saint-Louis. Donc, à voir. Mais c'est vrai que, voilà, quand tu compares avec ce qu'il y a autour, tu te dis qu'on est quand même un peu derrière, quoi. On est quand même un peu derrière, malheureusement pour Saint-Louis. Pareil, qui avait fait une première saison, une saison 1 totalement dingue. Mais voilà, ça a perdu. Je sais pas. On verra bien. Je sais pas trop à quoi m'attendre. On est parti sur un nouveau cycle. J'espère que ça va bien se passer pour Johan Damé. On est content d'avoir un coach français en MLS. Donc j'espère maintenant qu'on lui a donné les clés du camion à Saint-Louis. C'est pas un camion facile à conduire, très franchement. On verra ce qu'il peut en faire de cette équipe-là. Et puis voilà, mais je pense que en saison 1 pour lui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour 2 autres équipes. Ça va être compliqué pour Colorado. Alors les Rapids, il y a des joueurs intéressants qui sont arrivés. Je pense à Dante Silly. Il y a un facteur X qui s'appelle Paxton Aronson. Le duo avec Rafael Navarro, ça fonctionnait bien. Donc c'est pareil, une fois de plus, offensivement parlant, il y a des arguments du côté de Colorado. Mais alors derrière, ça va être tellement compliqué. Alors Zach Steffen a beau être un bon gardien, mais c'est pas possible. Ça va être tellement compliqué, je pense, Colorado. Il y a des joueurs frissons devant. Paxton Aronson est un super joueur. Vraiment, l'association avec Navarro, ça marche bien. Dante Silly a fait une belle deuxième partie de saison avec Montréal. J'aime bien ce joueur. Mais je ne sais pas s'il y a des objectifs pour cette équipe-là. Forcément, les Lensois vont penser à OG Diran. Ils vont vouloir le suivre avec intérêt. Évidemment qu'on va le suivre avec intérêt. Voilà, ça me semble compliqué. Vraiment.
Et défensivement parlant, on est vraiment sur là pour le coup, on est vraiment sur une équipe où défensivement ça pique. Et une autre équipe où ça va piquer, c'est celle que je vois dernière de la conf. Je me demande si elle va même pas être dernière tout court de la MLS sur la table cumulée. C'est le Sporting Kansas. Sporting Kansas a été déjà dur. Alors c'est pareil, il y a des joueurs intéressants. Manu Garcia en meneur de jeu, c'est sympa. Joveljic, ça pèse sa 20aine de buts. Daniel Saloy, c'est ultra irrégulier, mais ça peut être bien. Chapi, ça peut faire des trucs fous, mais c'est pas régulier. Défensivement parlant, c'est pas ouf. C'était pas fou l'année dernière. Ça s'est pas forcément beaucoup renforcé. Voilà, ça va être une... Je pense que la saison va être longue aussi pour le Sporting Kansas. John Poulskamp fait ce qu'il peut. Pour le coup, c'est pareil, pas un mauvais gardien, mais c'est léger. Et par rapport à tout le listing qu'on a fait, vous comprenez pourquoi dans cette conférence-là, j'ai placé ces équipes-là derrière, les Dallas, San Jose, Saint-Louis, Colorado, Kansas. Je les vois bien derrière. Parce qu'au-dessus, ça monte. En fait, il y a vraiment 3 étages dans cette fusée conférence Ouest. Il y a vraiment ces 5 équipes-là. Il y a un lot de 6 équipes, je vais aller jusqu'au Galaxy, qui vont lutter pour les places en play-off. Et il y en a 4 qui me semblent bien au-dessus. Avec cet épisode s'achève donc notre guide de la saison 2026 de MLS. On vous donne donc désormais rendez-vous tous les samedis soirs pour suivre ce championnat en notre compagnie et avec la communauté de Lucarnes Opposées lors de Watch Party que l'on organise sur notre chaîne Twitch. Pour rappel, si vous voulez suivre les rencontres, il vous faut un abonnement à Apple TV et c'est tout. Bonne saison à toutes et à tous et à très vite donc sur la chaîne Twitch de Lucarnes Opposées pour des sessions MLS en direct.